J'adore l'eau. D'ici 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Alors, si vous avez eu cette rêve, oui, bien sûr. Déjà, bien joué, vous êtes alors, vieux. À savoir que nous, on l'avait pas non plus. Il avait dit, je ne vous dis rien. C'est ça. C'était fait exprès, c'est une petite sonnette. Et si ça va plus dans le chat, j'en referai d'autres. Ouais. Mais voilà, c'était Jean-Claude Van Damme qui nous expliquait qu'il adorait l'eau et que d'ici 20 ou 30 ans, il n'y en aurait peut-être plus. Et ben, il avait raison. Il avait pas tort en tout cas. Je vais vous parler de la sécheresse qui s'étend en Europe depuis l'hiver. En fait, c'est une situation qui est assez dramatique puisque dans beaucoup de pays européens, les nappes phréatiques sont leur niveau est très très bas. Les pluies sont assez faibles. Donc par exemple, Tariq, si tu peux envoyer la carte de la France, s'il te plaît, la première. On remarquera sur cette carte dès qu'elle apparaît à l'écran, vous aurez j'attends juste qu'elle soit là. Voilà. Vous voyez les départements qui sont classés en rouge ou en orange. Et donc ça, c'est les départements où les nappes phréatiques sont assez faibles. C'est un truc inquiétant. En Espagne, l'Espagne a subi aussi une grande sécheresse et maintenant, c'est les grandes inondations qui arrivent. L'Autriche a vu un lac complet, le Zixé, s'assécher en mars. Un lac carrément en Autriche. Ah oui. En Italie, pareil, la situation est dramatique. Certains deltas étaient à un niveau très très bas autour du fleuve Pô. Je ne sais pas comment ça se prononce. P-O. Oui. Ouais, Pô. Pareil, le delta du Pô était très très bas et certaines communes ont été affectées. Même en Scandinavie, il y a déjà des feux de forêt. Donc c'est assez inquiétant. La Roumanie aussi fait face à des lacs avec des niveaux très très bas. Ça laisse présager des choses très graves pour cet été. Alors, en Belgique, vous me direz, bizarrement, la Belgique s'en sort pas trop mal. Si tu peux envoyer la première carte de la Belgique, s'il te plaît. Donc, vous voyez sur le graphique, normalement, j'attends juste qu'il apparaisse à notre écran. Sur le graphique, vous voyez que, alors c'était pas celle-ci, mon bon Tariq, mais c'est pas grave. C'était le graphique, mais c'est pas grave. Si tu peux le retrouver maintenant ou pas. En fait, la situation en Belgique est... non, bon, c'est pas grave. Juste pour vous dire que le graphique sur la Belgique. Mais c'est pas grave. Apparemment, il s'est mal uploadé. C'est pas grave. Juste la Belgique connaît une pluviométrie assez importante et des réserves de nappes phréatiques aussi supérieures à sa moyenne saisonnière. Donc on pourrait se dire que tout va bien, que la Belgique est bien équipée pour cet été. Ouais. Exactement, c'est celui-là. C'est le graphique que vous voyez à l'écran. Donc la petite courbe rouge, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment. Vous voyez la barre la plus basse en bleu azur, c'est le point le plus sec en 2016. Et là, vous voyez clairement qu'on monte au-dessus des standards de pluviométrie et de réserve de nappes phréatiques. Donc la situation semble assez sous contrôle en Belgique, mais il y a un grand mais, puisque là, tu peux mettre la carte que tu nous mettais tout à l'heure, puisque on remarque sur cette carte que la pluviométrie, ça peut avoir des conséquences assez graves, puisqu'en 2021, on se souvient des grandes inondations qu'il y a eu en Belgique. Eh bien, tu peux mettre maintenant la deuxième carte. Ça, c'est la carte aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est très, très humide. Et ça, c'est la cartographie de maintenant en Belgique, de mai 2023. Ouais. Et la carte de mai 2021, vous voyez, il y a moins de zones extrêmement humides. La situation était plus sèche en 2021 qu'elle n'est aujourd'hui en 2023. Alors que c'était ce qui s'est passé c'est les inondations. Je ne dis pas qu'il y aura des inondations importante sur le territoire belge cet été, mais en tout cas, il peut y avoir ce trop plein d'eau presque, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, même si partout ailleurs en Europe, les réserves sont bas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que l'activité humaine a des impacts assez forts sur la manière dont les éléments nous impactent. S'il y a eu des grandes inondations en Belgique en 2021, c'est puisqu'il y a eu des pluies sans précédent, etc. Mais c'est aussi parce que la situation de l'urbanisation en Belgique est extrêmement importante. On est à plus de 82, exactement. La bétonisation est extrêmement importante en Belgique. On est à plus de 80% de zones urbaines. C'est
énorme. Et quand cette bétonisation en fait empêche l'eau soit de s'infiltrer dans les sols et de atteindre les nappes phréatiques, soit elle repart directement dans l'air et crée des phénomènes de précipitation. Donc l'eau est charriée, embarquée vers les fleuves, puisque d'un côté il y a la bétonisation, et de l'autre côté il y a le contrôle des zones fluviales, donc avec tout ce qui est les canaux, l'aménagement des bords des rivières, ça accélère le débit, et ça entraîne tout ce qu'il y a sur le passage. Donc des débris, les métaux lourds, des objets, la pollution des objets dans les lacs, c'est ça, et ça fortifie en fait la pression des fleuves, et surtout quand ces fleuves débordent un petit peu, et vous avez des métaux lourds, une eau chargée en débris qui va frôler les habitations, qui va embarquer les habitations, etc. Il y a une question intéressante aussi de Maxence dans le chat. Justement, quand il fait moins humide, est-ce que ça peut pas plus facilement amener des inondations parce que les sols sont plus secs et donc la terre absorbe moins les précipitations? Exactement, et c'est exactement ce qui se passe en Espagne en ce moment, puisque l'Espagne a connu une situation de sécheresse gravissime depuis janvier, et maintenant ils subissent des grandes inondations dans le sud du pays, là où justement la terre est sèche, où l'eau ne s'infiltre plus, où il n'y a plus d'humus, donc les micro-organismes qui sont dans la terre et qui captent l'eau et qui la retiennent. Une fois qu'on a labouré les terres, on va en parler après, mais une fois qu'on a surexploité ces terres, il n'y a plus rien dessous. Et du coup ça fait comme un désert, ça ruisselle dessus, ça coule, et ça crée des grandes inondations. Du coup, les conséquences de cette sécheresse pour cet été en Europe, elles risquent d'être dramatiques. Dramatiques puisque l'agriculture, on voit déjà par des exemple, conséquences. C'est ça, il y aura déjà des conséquences, mais ça va être encore pire. L'agriculture consomme 77% de l'eau potable dans le monde. 70% de l'eau potable en France est monopolisée par l'agriculture. Donc vous voyez que s'il y a pénurie d'eau, il y aura forcément des problèmes de type agricole derrière. Et ça commence déjà, effectivement, les agriculteurs s'inquiètent beaucoup sur la production de fruits, de légumes, etc. Et il va y avoir aussi des grands problèmes en termes d'industrie, puisque 20% de la consommation d'eau potable est réservée pour l'industrie. Donc soit sur la production par exemple de vêtements pour le coton qui est extrêmement hydrovore, soit l'énergie nucléaire qui consomme beaucoup d'eau pour refroidir ses réacteurs. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'eau qui est ensuite renvoyée dans les fleuves, mais c'est une eau réchauffée qui va du coup réchauffer l'entièreté du cours d'eau, qui va modifier la vie dans ce cours d'eau, qui va modifier les abords du cours d'eau, etc. Et qui va créer une surcharge atmosphérique qui va à nouveau entraîner des épisodes météorologiques assez extrêmes. Alors, comment on lutte contre ça? C'est quand même la vraie question. C'est ça. Il y a beaucoup de pistes qui sont explorées. Je vais commencer par les pistes qui sont les plus décriées par les militants écolos. On va voir que certaines personnes, je vous avais déjà fait une chronique là-dessus, en plus sur la géo-ingénierie, certaines personnes veulent utiliser des moyens technologiques assez avancés pour impacter le climat global. Donc que ce soit l'iodure d'argent dans les nuages, c'est-à-dire qu'on va injecter une substance chimique dans les nuages pour faire pleuvoir, au pôle, pour essayer de recréer de la glace, ou alors la désalinisation des océans pour utiliser pour l'agriculture ou pour utiliser pour l'eau potable. Ces solutions ne sont pas en soi mauvaises, c'est juste que ce sont des solutions qui sont extrêmement coûteuses. Ce sont des solutions qui n'ont pas forcément d'efficacité, même s'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Je vais vous donner un exemple. En Californie, il y a une petite ville qui s'appelle Edsburg, qui a entrepris de dépolluer son eau et qui l'utilise pour tout ce qui n'est pas potable. Donc pour tout ce qui est extrêmement gourmand en eau, genre l'agriculture, la viniculture, le bâtiment. Ils utilisent une eau qui est purifiée, mais pas suffisamment purifiée pour être bu. Du coup, c'est pas aussi coûteux, mais ça permet d'utiliser ces choses-là. Donc il y a des pistes assez intéressantes comme celle-ci, mais en général, quand on essaye de pallier des problèmes environnementaux, ou en tout cas des problèmes de l'action de l'homme, par plus d'action de l'homme, en général, il y a souvent un couac. D'autres pistes qui sont explorées sont des pistes de l'ordre de la coopération avec la nature. Donc, je vous en ai parlé un tout petit peu au début, je voulais revenir là-dessus. C'est que une des grandes raisons de notre sécheresse, c'est la surexploitation des sols. C'est-à-dire qu'avec l'agriculture,
on a créé des grands champs, des grandes exploitations pour permettre aux grandes machines de pouvoir y passer. Et on a utilisé des pesticides et on a fait des monocultures, c'est-à-dire une seule culture. Pour nourrir la planète. Pour nourrir la planète, mais même pas la planète. Parce que, par exemple, pour le soja, 97% des cultures de soja sont utilisées pour nourrir le bétail. Oui. Donc voilà, donc une grande partie, que ce soit en Europe ou pas, en Europe c'est plus de 50% des terres arables qui sont utilisées pour le bétail. Et donc on a fait des grandes monocultures de maïs, de trucs comme ça. Et en tuant toute la diversité, en fait, on a rendu nos terres extrêmement pauvres. Extrêmement pauvres, et donc ce n'est pas possible pour les terres de se sauver elles-mêmes. Il n'y a plus de micro-organismes, il n'y a plus d'eau dans la terre pour qu'elle puisse se régénérer. On ne plus le temps On ne va exactement. de se régénérer et tout. Oui, on en a parlé dans une émission précédente, les bétails et... C'est ça, la consommation d'eau. Oui. C'est ça. Et en fait, pour résoudre ça, comme il n'y a plus d'eau dans la terre, on arrose. On arrose de manière intensive. Par exemple, il y a une oliveraie en Almeria, dans le sud de l'Espagne, donc qui est une des régions les plus arides d'Europe, qui fournit en olives tous les grands supermarchés de France, d'Allemagne et d'Europe de l'Ouest, qui consomme 60 000 tonnes d'eau à la journée. À la journée. À la journée. Et elle vient d'où cette eau? Elle vient, en fait, justement, elle est pompée dans les puits, dans les nappes phréatiques en dessous. Il y a beaucoup de puits de la région. Les elles sont bien fournies là-bas. En fait, il y a un aquifère qui regroupe toutes les eaux-là, et cet aquifère est utilisé à 400% de ses capacités. Ouais, c'est super tenable. Hein? Un aquifère, pour les aquifères, c'est c'est comme un oléoduc, c'est quelque chose qui transporte de l'eau d'un point d'extraction d'une source jusqu'à là où on en a besoin. C'est comme un aqueduc en fait, mais c'est juste que c'est naturel et c'est pas pour les villes, mais c'est pour les cultures. Et donc voilà, donc on en est dans cette situation-là où pour essayer de réparer nos dégâts, en fait, on en crée des nouveaux. Donc pour réparer le fait qu'on a épuisé les ressources de la terre, on épuise les recettes en eau. Et c'est pour ça qu'apporter des solutions techniques par plus d'activité humaine, par plus de productivité, par plus de création d'activité humaine, ça semble un peu paradoxal. Donc la solution, ce serait, et ça marche dans certaines cultures, il y a certains paysans qui s'y mettent déjà, à faire en fait à laisser ces micro-organismes. Tu as parlé de la jachère, c'est une idée. Donc la jachère, c'est laisser la terre se reposer 1 an avant de la réutiliser la réutiliser à nouveau. Et il y a encore, je pense, changer la culture. C'est ça, laisser plus de diversité, arrêter les monocultures, laisser la diversité à la terre, puisque du coup c'est avec tous ces organismes vivants qui coopèrent d'une manière extrêmement compliquée, extrêmement complexe, que ça va pouvoir oxygéner les sols, réhumidifier les sols et que la terre va pouvoir se humidifier elle-même. Et une autre solution, c'est la forêt. Un arbre, c'est un écosystème à lui tout seul, c'est génial. Et d'ailleurs, je voulais vous présenter une petite photo. Tariq, si tu peux mettre la photo forêt 1, s'il te plaît. Donc, je vais vous regarder vite fait. Regardez, voilà. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner d'où vient cette photo? D'où vient cette photo? C'est dur, hein? Bison, ça c'est un bison, non? Non. Eh bien, mets la photo forêt 2, s'il te plaît, mon bon Tariq. Forêt 2. Alors, ça arrive. Au Canada ou un truc. Oui, c'est ce qu'on dit. Et voilà, c'était pris dans cette forêt-là. Vous reconnaissez ici le dôme de Tchernobyl. C'est une forêt qui a repoussé, donc Tchernobyl, là où il y a eu une grande catastrophe nucléaire, zone inhabitable pendant 20 000 ans. Et bah, la forêt, quand on lui a foutu la paix, elle s'est remise toute seule. Il y a une biodiversité de malade qui est revenue. Et ça, cette photo a été prise 30 ans après. Il n'y a pas moyen que l'homme laisse tranquille la terre. Hein, c'est compliqué, mais en fait, c'est pas forcément à laisser à ce niveau-là. Mais ça montre que la forêt est extrêmement résiliente par elle-même quand on lui fiche un peu la paix. Donc, c'est des pistes à explorer pour les prochaines sécheresses. Là, pour cette année, ça va être très très dur, on va pas se mentir. On va prendre une sécheresse de plein fouet. Mais une agriculture moins productiviste, la replantation d'arbres, il y a plein de solutions qui existent. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais bien aimé vous parler des villes éponges, où on laisse l'eau s'infiltrer, on verdise les toits, etc. Il y a plein de solutions. On va vous mettre plein de sources dans la vidéo YouTube, etc. De documentaires qui sont très très bien faits, d'interviews avec des hydrologues. Donc voilà. Mais voilà, il y a des solutions qui existent. Très peu à court terme, on va pas se mentir, ça va être très très dur à court terme. Mais à moyen long terme, sur 5, peut-être 10 ans, de laisser un peu la nature et surtout de s'allier à ces forces naturelles dans une sorte de coopération avec ce que la nature sait faire déjà. Et nous, notre boulot, ce serait en fait une sorte de boulot d'allié
d'accompagner la nature dans sa nouvelle reformation. Déjà, on pousse à réduire l'élevage dans... Je crois que ça va être la conclusion. Je pense que les grands yeux en régie, c'était censé être une sujet vers un complément, pas plus. Et juste une dernière chose, que partout dans le monde, il y a ce problème, je pense. L'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, Djibouti, Kenya, Soudan subissent leur pire sécheresse depuis 40 ans déjà. Oui, je me suis concentré sur l'Europe, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est global. Voilà. C'est global. Merci beaucoup tout le monde. On va faire une toute petite pause et on se retrouve juste après.